Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, nous nous retrouvons à un horaire tout à fait approprié pour parler de citoyenneté et de décision. Et évidemment, la formulation du sujet invite à se préoccuper de démocratie participative, puisque la citoyenneté, c'est une idée qui renvoie au peuple et dans une perspective démocratique à de la participation, et à de la participation à la décision politique, même si on sait que dans notre univers représentatif, la première des décisions, c'est le vote, attribuer le pouvoir. Sauf que ces dernières années, et même depuis un temps certain, l'idée de plus en plus est de faire participer les citoyens à la décision en cours de mandat. Et les formes de participation se multiplient, les expériences aussi, souvent au niveau local, pas seulement, puisque nous avons eu ces dernières années plusieurs dispositifs de conventions citoyennes, notamment qui se sont mis en place. Quand on pense démocratie participative, on pense à horizontalité, on pense à délibération. Il a été évoqué la notion de respect de l'autre. Il est vrai qu'on délibère si on écoute et si on est en mesure de faire évoluer son opinion. Et donc tous ces processus appellent parfois à sortir de la posture de la polarisation et de l'idée de penser que l'autre est un ennemi, voire un adversaire. On emploie alors beaucoup le terme de co-construction. Le monde de la décision, on s'en fait une représentation tout à fait différente, puisque la décision renvoie particulièrement en France à la verticalité. Et notre culture politique là-dessus est très marquée maintenant par le présidentialisme, la décision d'un seul. Et il a été dit ce matin à ces 300 décideurs, ce qui, si j'ai bien compris, exclut les parlementaires, puisqu'ils sont plus nombreux. Et c'est assez symptomatique d'indiquer qu'en France, il y a 300 décideurs, mais il y a 577 députés et je crois 348 sénateurs ou 343. Alors que sont-ils? Mais pour dire que la démocratie, aujourd'hui, ses repères, ses fondamentaux, deviennent parfois un peu confus. On parle souvent de crise démocratique. En tous les cas, on sait qu'il y a beaucoup de méfiance, voire de défiance, voire de rejet des élus. Et il y a des appétences à davantage participer, même si parfois cette appétence est plus déclarative qu'effective. Alors, nous allons évoquer toutes ces décisions avec... toutes ces décisions. Tous ces points avec ces messieurs, dames, dont certains viennent de la société civile et d'autres sont élus. Et je pense que c'est un point important de la constitution de ce panel. Alors je vais prendre la perspective de la démocratie ascendante, c'est-à-dire que finalement je vais commencer la distribution de la parole en vous demandant d'écouter Loïc Blondiot, qui est universitaire, professeur de sciences politiques, qui est spécialiste depuis de nombreuses années, alors d'abord de la démocratie d'opinion, parce que je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais enfin c'est quand même une évolution substantielle de nos démocraties, hein, la montée en puissance du complexe opinion-média, et qui est devenu un des plus grands experts de la démocratie participative. Et je crois que vous tenez, Loïc Blondiot, à évoquer la démocratie du faire, ce qui est un point intéressant, c'est une évolution sémantique intéressante. Je peux rajouter que vous faites partie, par exemple, de Démocratie ouverte, de la Commission nationale du débat public, et que vous avez été très actif dans le cadre de la Convention citoyenne sur le climat. Je m'arrête là et je vous laisse la parole. Alors oui, merci Olivier, merci pour cette invitation. Je vais essayer de partir de la situation que nous vivons en ce moment et du modèle de démocratie qui est le nôtre, et qui est un modèle extrêmement paradoxal. Alors pourquoi cette démocratie représentative à laquelle nous sommes habitués est un régime très paradoxal? C'est parce qu'il se nomme démocratie et il a été inventé à la fin du XVIIIe siècle
par des révolutionnaires américains et français qui détestaient la démocratie. Ils avaient en tête la démocratie athénienne, mais pour eux, la démocratie athénienne, c'était le désordre, c'était l'incompétence, c'était l'instabilité. Et en fait, ils nous ont laissé des tas de dénonciations et de critiques de la démocratie. Eux voulaient inventer un régime qu'ils appelaient régime représentatif, gouvernement représentatif, dans lequel le pouvoir théorique réside dans le peuple, la souveraineté réside dans le peuple, mais le pouvoir pratique, l'exercice du pouvoir, la prise de décision, devait être réservé à une petite élite de gens supposés plus compétents, plus vertueux que ne pourrait l'être le peuple. Et mon collègue Bernard Manin, pour désigner ce régime, qui est toujours le nôtre par certains aspects, il a parlé d'aristocratie élective. Et donc, c'est un régime qui, en son essence, contient une défiance vis-à-vis du peuple et de sa capacité de jugement et de sa compétence. Et ça, c'est un point qui est absolument capital. Alors, nous désignons évidemment des représentants, mais une fois que nous les avons désignés, ils agissent sans avoir à nous rendre de compte autrement qu'au moment de l'élection. Et donc, on est dans un régime où le peuple, comme la reine d'Angleterre autrefois, détient le pouvoir mais ne l'exerce pas. Hein. Et ça, c'est un point qui me paraît tout à fait capital. Ce régime, la démocratie représentative, s'est révélé extrêmement robuste, extrêmement efficace par bien des aspects. Il a résisté à toutes ces concurrences totalitaristes au moment des guerres mondiales. Il l'a emporté sur le communisme. Et début des années 90, on avait l'impression qu'il allait être là pour toujours. Que c'était, comme le disait Francis Fukuyama, la fin de l'histoire. Aujourd'hui, on n'en est plus du tout là. Ce que l'on observe, c'est l'extrême fragilité de ce régime. On voit, soit de manière progressive, soit brutalement, des démocraties se transformer en régime autoritaire. On a vu la plus grande démocratie du monde. Alors après l'Inde, qui elle-même est en train de connaître un tournant autoritaire, on a vu les États-Unis, le 6 janvier 2021, presque basculer dans un régime autoritaire. On voit la Pologne, la Hongrie, on voit l'Italie qui met au pouvoir un gouvernement d'extrême droite. On voit que progressivement, ces démocraties perdent du terrain, que la démocratie perd du terrain un peu partout dans le monde, et il y a une interrogation sur l'avenir de nos démocraties. Hein, nous sommes très près d'un basculement dans d'autres formes d'exercice du pouvoir. Alors, si on fait le détail, je ne vais pas faire l'inventaire des pathologies de la démocratie, mais si on fait le détail, ce sont toutes les dimensions du phénomène démocratique qui posent problème. La première dimension, c'est la dimension souveraineté du peuple, justement. Le peuple est censé quand même pouvoir influencer le pouvoir. Or, aujourd'hui, les citoyens pensent qu'ils n'ont plus la possibilité d'influencer le pouvoir. Ils ont le sentiment que le pouvoir est exercé en dehors même de la sphère politique, qu'il a été peu à peu transféré, alors soit sous la forme du complot, on dit il y a une sorte de complot mondial, soit pour de plus en plus de gens, l'idée qu'aujourd'hui, ce sont les acteurs économiques qui détiennent le pouvoir. Donc ce sentiment d'impuissance, cette perte de confiance dans la démocratie est extrêmement puissante. Deuxième aspect du phénomène démocratique, qui est essentiel, c'est l'état de droit, la question des libertés. Pas de démocratie sans liberté individuelle, pas de démocratie sans liberté collective. Et je m'en voudrais de ne pas dire qu'aujourd'hui, ces libertés, elles régressent. Liberté de manifester, tout un ensemble d'éléments semble montrer qu'il y a une érosion des libertés. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. Ce sont les Nations Unies, c'est le Conseil de l'Europe, en particulier dans un pays comme la France, avec toujours le même prétexte, les deux mêmes prétextes, l'urgence, hein, il faut agir vite, on l'a vu au moment du Covid, et la sécurité. Au nom de la sécurité, il faut quand même remettre en cause un certain nombre de libertés. Et ce qui risque de se passer, c'est qu'avec toutes les crises qui vont venir, tous les effets qui vont avoir lieu, notamment du fait du dérèglement du climat
et de la destruction de la biodiversité, ça a été évoqué ce matin, ce prétexte de l'urgence, ce prétexte de la sécurité va justifier pour les gouvernements le fait de gouverner de manière de plus en plus autoritaire. Des gouvernements qui, par ailleurs, sont de moins en moins légitimes. Les citoyens leur font une confiance qui est de plus en plus réduite. Quelle est la seule arme pour un gouvernement qui n'est plus perçu comme légitime pour agir? Son arme principale, ça ne peut plus être que la répression. Donc nous avons un vrai problème. Et aujourd'hui, il y a deux tentations qui travaillent nos sociétés, en bas et en haut. Ces deux tentations sont complémentaires et ne sont pas démocratiques. La première tentation, c'est celle, je vais utiliser un mot savant, je vais essayer de ne pas en utiliser trop, mais c'est la tentation épistocratique, qui renforce le caractère premier du régime représentatif. C'est de dire qu'il faut confier le gouvernement à ceux qui savent. Pas forcément aux experts, mais à ceux qui sont plus intelligents. Et grosso modo, nous avons des gouvernants qui souvent nous font penser qu'ils pensent être les plus intelligents et que la participation du peuple, la délibération avec les corps intermédiaires, l'association des citoyens n'est pas utile. Et donc, il y a une sorte de dérive épistocratique de nos gouvernements. Et face au problème d'efficacité aussi, il y a un problème de légitimité de la démocratie représentative, mais il y a un problème d'efficacité. Beaucoup en viennent à se dire, dans pas mal de milieux, qu'il faudrait un gouvernement fort, qu'il faudrait un gouvernement autoritaire, que la démocratie n'est plus efficace, y compris vis-à-vis de l'urgence climatique, y compris vis-à-vis de la catastrophe environnementale dans laquelle nous sommes entrés. Et donc, agissons vite, agissons de manière efficace. La démocratie, c'est plutôt un régime qui ne l'est pas. Donc, face à ces deux tentations, que faire d'un certain point de vue? Face à une démocratie représentative qui se délite à tous les niveaux, au niveau du Parlement, alors c'était très bien votre remarque tout à l'heure, 300 décideurs, il y a 577 députés au moins, il y a peut-être un problème. Le Parlement a été complètement court-circuité sur tout un ensemble de décisions majeures au cours de ces dernières années, pour finir par le 49.3 sur la réforme des retraites. Les corps intermédiaires, les syndicats ont été court-circuités. La délibération dans ce pays se rétrécit, les espaces de délibération se rétrécissent de plus en plus. La démocratie a de moins en moins de place dans le processus de décision, pour revenir à ce que l'on disait tout à l'heure. Et puis, il y a un dernier aspect du phénomène démocratique qui, aujourd'hui, est remis en question. La démocratie, ce sont des institutions, ce sont des règles, l'état de droit dont je parlais, mais ce sont aussi des attitudes que doivent avoir les citoyens. Ce sont des formes de vie. Pour qu'il y ait démocratie, il faut qu'on puisse discuter ensemble. Comme le disait Olivier Roucan, il faut que l'autre ne soit pas un ennemi, mais un adversaire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Face aux peurs, face aux tensions, face à la crainte du déclassement, dans pas mal de catégories de la société, il y a une polarisation de l'opinion, qui fait qu'il n'y a plus de débat concevable avec quelqu'un que l'on considère comme un ennemi. Quand on est en guerre, on ne délibère pas, on ne discute pas. Et beaucoup de gens se croient en guerre, à gauche, à droite, avec l'autre. Donc il y a un vrai problème de déficit de délibération dans notre société. Alors, par rapport à ça, par rapport à ce tableau assez apocalyptique que je viens de décrire, la solution, il y a plein de solutions sur la table. Il y a plein d'options sur la table, mais j'ai beaucoup parlé déjà. C'est mon défaut majeur. C'est mon problème de professeur. Voilà, je me soigne un peu, mais pas beaucoup. Donc voilà. Donc je viens de décrire le tableau, mais je voudrais qu'à un moment, tu me redonnes la parole pour décrire un peu les... Voilà. Parce qu'on n'est pas condamné. Je pense, on n'est pas encore complètement condamné au pire. L'entrée en matière nous a réveillés. Et c'est l'aspect positif de cette intervention. Et je pense que pour les solutions, nous allons pouvoir poursuivre. Et nous continuons à cheminer finalement dans la société civile, puisque nous allons vers Monsieur Carbon de 16. Maître, vous êtes très attaché à la défense des libertés, donc il va y avoir une cohérence par rapport à ce qui vient d'être dit. Et vous l'avez manifesté notamment au moment de l'état d'urgence pour critiquer la reconduction du premier état d'urgence. Et depuis, vous avez été servi, parce qu'il y en a eu bien d'autres, jusqu'à l'état d'urgence sanitaire. Cela a été évoqué ce matin. Et donc, vous allez, je pense, pouvoir
évoquer les enjeux à la fois juridiques. J'ai vu que vous aviez commis un papier récemment sur le site de la Revue politique et parlementaire au sujet des Jeux olympiques. Là aussi, il y a peut-être quelques menaces à anticiper. Et de la même manière, vous êtes très intéressé au débat sur la bioéthique. Donc, peut-être que vous avez sur ces différentes questions des alertes. Et puis, nous allons commencer à aborder quelques solutions pour l'avenir. Entendez ? Oui, voilà. Bonjour à tous. Merci à la Revue politique et parlementaire de permettre cet échange et de son invitation. Et pour être tout à fait complet, cet article sur les Jeux Olympiques, je l'ai coécrit avec mon confrère et ami Alexandre Minot-Chartier, que vous avez entendu hier soir. Je pense que c'est un très beau sujet de parler de décision et de citoyenneté. Vu de l'angle de l'avocat, j'adhère intégralement, je n'avais qu'un regret, c'était que vous ne continuiez pas, donc tout à l'heure vous aurez mon temps de parole avec plaisir, monsieur le professeur, parce que vous dites que les libertés publiques ne cessent de régresser, vous avez raison, mais ça ne date hélas pas de la crise sanitaire, c'est bien antérieur. Qui se souvient par exemple que les lois d'exception antiterroristes ont été versées dans le droit commun dès le début du premier mandat d'Emmanuel Macron, que ça n'a soulevé aucun débat, parce que la seule ombre au tableau, on a pu entendre M. Delfrécy ce matin, et il me semble l'avoir aperçu tout à l'heure, la seule ombre au tableau, c'est que précisément le citoyen ne s'émeut pas du recul des libertés publiques et individuelles, et même il y adhère très largement. Nous étions, quand nous nous interrogions sur la dégradation du processus démocratique, par exemple le fait que le gouvernement se contentait de procéder par voie de décret et que l'Assemblée nationale a été foulée aux pieds. On se souvient d'un ministre, Olivier Véran, qui s'est rendu dans l'enceinte de l'Assemblée nationale en demandant aux députés d'en sortir. Et ça n'a pas plus ému qui que ce soit, alors que c'était un symbole extrêmement fort, précisément du remplacement, le vrai grand remplacement, il est là, c'est-à-dire que la souveraineté de nos élus est remise en cause par le pouvoir exécutif au nom de ce qui a été très bien expliqué tout à l'heure, au nom d'une vision des choses qui consiste à dire les sachants, c'est nous, et vous, à part débattre, vous ne savez rien faire. Donc on va enjamber le processus normal d'établissement de la norme au profit, précisément, de l'efficacité. Mais quelle efficacité? Alors, pour répondre à votre question initiale, il faut revenir à la notion de citoyenneté, précisément, telle que, avant la Constitution de 1791, Aristote l'avait définie, c'est-à-dire la possibilité de participer à l'établissement de la norme, c'est-à-dire au travail législatif, ou à la sanction de la norme, c'est-à-dire le travail judiciaire. Alors, je vous signale, il y a un excellent article en page 100 de la Revue politique et parlementaire sur le rôle du juge en temps de crise sanitaire. Un juge administratif, il explique très bien, et c'est d'autant plus important que, comme vous le savez tous, le droit administratif correspond à une construction prétorienne en France, c'est-à-dire que c'est le juge qui fait la loi. Il explique comment lui, n'ayant aucune connaissance, aucune compétence médicale, comment il a bâti les décisions. C'est une première partie de réponse à votre question. Sur le terrain, toujours de l'angle judiciaire, cette fois-ci, on quitte les rives du droit administratif pour celles du droit pénal. Vous savez qu'on a créé les cours départementales criminelles. Que ces cours départementales criminelles ont été mises en application avant même que l'étude qui devait porter sur son mode de fonctionnement ne fut rendue au gouvernement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'a dit le gouvernement? Il y a, et il avait raison, les cours d'assises sont engorgées. Il y a trop d'affaires de viol qui sont caractérisées en agression sexuelle pour qu'elles puissent être jugées à temps. Au lieu d'aller devant une cour d'assises, on va aller devant un tribunal correctionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce ne sont plus des citoyens tirés au hasard qui jugent les gens qui sont soupçonnés d'avoir commis ces crimes, ce sont des magistrats professionnels.
Et qu'est-ce qu'on fait là avec ces cours départementales criminelles? On rehausse le niveau, avec d'ailleurs quelque chose de très impressionnant. C'est-à-dire que pour que la culpabilité soit déclarée, il faut 7 jurés sur les 9 dans une cour d'assises, alors qu'il suffit d'avoir une minorité beaucoup plus simple, beaucoup plus réduite, une majorité beaucoup plus réduite, pardon. Et donc, vous avez une majorité d'avantages si vous allez devant les cours départementales criminelles. Donc, vous êtes, vous, comme justiciable, avantagé devant une cour départementale criminelle par rapport à une cour d'assises. Et c'est mathématique et c'est statistique. Donc, le quantum des peines qui sont délivrées, qui est actuellement observé, est inférieur devant les cours départementales criminelles. Ça veut bien dire quoi? Qu'il y a un distinguo qui est opéré sur le calcul du quantum de la peine une fois la déclaration de culpabilité opérée. Il ne suffit pas de bénéficier d'une minorité avantageuse devant la Cour départementale criminelle. Ça veut dire que vous bénéficiez aussi d'un examen plus doux. Donc il y a une rupture d'égalité en fonction de la voie procédurale qui sera la vôtre, précisément depuis qu'on a évacué le citoyen de la possibilité de juger. Alors, je ne sais pas combien de temps je dispose, 30 secondes peut-être? Oui, voilà, c'est une bonne Parfait. idée. Alors, je pense qu'il y a autre chose qui est très intéressant, c'est le Conseil national de la refondation. Vous voyez, pour un juriste, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que c'est un gloubi-boulga qui ne veut rien dire. D'ailleurs, la meilleure preuve en est, personne dans cette salle ne sera capable de nous dire quel est le statut juridique de ce Conseil national de la refondation. C'est-à-dire que dans un pays colbertiste où l'État est tout puissant, où nous avons une administration parmi les plus vétilleuses, on n'a même pas su conférer un cadre juridique précis à celui qui a pour mission de faire revenir le citoyen dans la décision. Peut-être aurons-nous le temps d'aborder le sujet tout à l'heure. Tout à fait, nous ne manquerons pas de le faire. Monsieur Daniel Keller, nous poursuivons dans la société civile, mais vous avez eu des fonctions qui vous rapprochent de l'État. Alors je ne sais pas s'il est profond ou pas, mais vous avez été président de l'association des anciens élèves de l'ENA. Et puis, vous avez occupé entre 2015 et 2021 une fonction de membre du CESE, oui, chez eux, environnement, donc le E en plus, Conseil économique, social, environnemental. Et puis, vous êtes dirigeant d'entreprise. Donc, vous avez également été grand maître du Grand Orient de France. Donc, toutes ces expériences, je dirais, vous placent particulièrement à l'interstice, finalement, entre la société civile, le monde associatif, et vous êtes impliqué dans quelques associations, et les décideurs. Donc, je pense que vous avez un propos tout à fait pertinent sur la question qui nous occupe, citoyenneté et décision. Oui, merci de me donner la parole. J'aborderai le sujet dans le respect du temps imparti et peut-être sous un autre angle que ce que vous venez d'entendre. Disons que quand je lis la question, je dirais que ce qui est urgent, c'est de réconcilier les citoyens et les décideurs. Voilà, je partirai comme ça. Parce que, pour reprendre une formule célèbre, je trouve que les citoyens et les décideurs vivent côte à côte et je crains qu'un de ces quatre, ils ne se retrouvent face à face. Et ça va mal se finir. Voilà, c'est ma vision, je dirais, un peu pessimiste, qui me semble assez absente d'ailleurs depuis hier soir des débats qu'on a pu avoir. Mais bon. Alors, la décision, d'abord, c'est quelque chose d'assez hétérogène. Hein, il faut savoir de quoi on parle, parce que ça a été dit dans différentes interventions déjà, mais la décision, c'est aussi bien de programmer la construction de 6 réacteurs nucléaires dont on espère qu'ils seront en état de fonctionnement en 2035. Rien n'est moins sûr aujourd'hui. C'est interdire la baya à l'école. C'est digitaliser l'impôt sur le revenu, qui fait que maintenant, nous faisons le travail à la place de l'administration quand on remplit notre déclaration d'impôt sur le revenu. Donc c'est un univers. Si on faisait la phénoménologie de la décision, on s'apercevrait qu'on a affaire à des choses qui, finalement, il y a des choux et des carottes, pour dire les choses dans un langage simple. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ?
il se passe que d'abord, 80% des décisions, elles sont prises au niveau européen. Mais bon, les élections européennes, tout le monde s'en fout. Et l'élection auquel on croit, c'est l'élection présidentielle. Sauf que, vu de l'Europe, le président de la République n'est qu'un président de région. Bon. Donc il y a un désalignement entre la sphère de la décision et la sphère de la citoyenneté. Donc il y a deux solutions, hein, où on bascule un jour dans le fédéralisme. M. Bernard Cazeneuve ne semblait pas bien informé, parce que le discours de Mme von der Leyen sur l'état de l'Union, ou le rapport du groupe des 12 experts franco-allemands qui viennent de sortir, naviguer en haute mer, vous êtes habitué à la mer ici, vous êtes au bord de la Méditerranée, va dans ce sens, et globalement, l'Europe à 35, alignée sur l'OTAN, donc on a effectivement un choix possible. Puis il y a un autre choix possible, on y reviendra peut-être, c'est de comment défédéraliser l'Europe. Bon. Deuxième question, c'est que l'État, on l'a dit, mais bon, l'État est impuissant. C'est-à-dire qu'il ne sait plus conduire des politiques publiques. Ce n'est pas la faute des énarques. Même s'il y a un vrai problème d'expertise. Je partage l'avis de M. Delfrécy quand il dit qu'on manque d'expertise, notamment scientifique. Mais il y a un temps où, quand on sortait de Polytechnique, l'ENA était un corps de débouchés. Le premier à en avoir bénéficié, c'était M. Giscard d'Estaing en 1951. Ça a été supprimé, donc on manque effectivement de compétences scientifiques. Mais bon, la faute n'est pas aux énarques au cas d'espèce. Mais qu'est-ce que sait faire l'État aujourd'hui? Il sait distribuer des prestations. Par exemple, 8 € par mois pour les gros rouleurs, compte tenu du prix de l'essence. Ça a été annoncé, ça il sait faire. Voilà. Mais les 6 EPR à horizon 2035, pour l'instant, on n'a pas vu le début du commencement. Donc il y a une vraie carence de la puissance publique dans sa capacité à construire des politiques. Et s'il n'y a pas d'EPR d'ici 2035, vous et moi, on va payer l'électricité beaucoup plus cher qu'on ne la paye aujourd'hui. Donc là, ça va avoir des impacts, je dirais, dans la vie des Français de tous les jours. Voilà, bon. Et ça m'amène à dire que ça, c'est un autre aspect des choses, c'est-à-dire qu'effectivement, on a de plus en plus de mal à construire des politiques à partir des besoins des gens. C'est quelque chose qui devient évanescent. Donc, et cela se manifeste à travers l'idée qu'aujourd'hui, la politique se résume à de la communication. Plus on communique, moins on agit. Alors quand on agit, quand on communique, si vous voulez, ça me fait penser un peu, si vous avez lu Les Rois thaumaturges de Marc Bloch, pour prendre un beau livre, c'est un peu la cérémonie des écrouelles à la sortie du sacre à Reims, où il suffisait que le roi touche les sujets pour qu'ils soient miraculeusement guéris. Donc on croit, la communication, c'est le nouveau statut de ce que j'appellerais la parole magique. Je vais prendre un exemple. Le ministre Attal, à la rentrée, annonce qu'il y aura un professeur devant chaque classe dans chaque école. C'est pas vrai. Ça ne s'est pas passé comme ça. Mais de toute façon, un événement chasse l'autre. On n'en parle plus. Les abayas, ça s'est un peu mieux passé. Voilà. Mais pour ce qui est... Pardon ? Je disais, les abayas évitent de compter les profs. Les abayas évitent de compter les profs. Bon, enfin, c'est pas, je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire. Moi, je suis très pour l'interdiction de l'abaya. Mais je suis aussi pour un professeur devant chaque classe. Voilà. Mais bon, ça, on n'en parle plus, on est passé à autre chose. Voilà. Et évidemment, donc on voit bien un petit peu comment la politique, si vous voulez, elle s'est réagencée. Alors, on n'est plus dans l'univers que décrivait Max Weber, puisqu'on a cité Max Weber hier, le savant et le politique. Mais Max Weber, il avait participé à la rédaction de la Constitution de l'Allemagne qui devait ressurgir de la défaite de 1918. Il est mort trop tôt, malheureusement. Mais on n'est plus du tout dans ce contexte-là. Bon. Alors, évidemment, les gouvernants ont bien compris que, à force d'ignorer finalement les attentes concrètes des Françaises et des Français, il fallait trouver un subterfuge. Et ce que j'appellerais le subterfuge, c'est la manière dont on a modélisé l'opinion. Alors l'opinion, Bourdieu nous a appris que l'opinion publique, ça n'existe pas. Ça se construit. Alors, on a d'abord eu le grand débat national. Rappelez-vous comment, les gilets jaunes, comment on a noyé le poisson dans le grand débat national. Il n'en est rien sorti. Bon. Aujourd'hui, vous avez le Conseil national de la refondation, qui est aussi un dispositif qui permet de faire patienter, on va dire, les décideurs. Et puis, alors je suis un peu moins enthousiaste que certains brillants intervenants avant moi sur les conférences citoyennes, parce que c'est le prototype, à mon avis, de l'artefact. C'est-à-dire que
on a voulu construire la France en miniature à travers ces conférences citoyennes. Et d'une certaine façon, c'est pour moi la parfaite expression de ce qu'est le macronisme, c'est-à-dire le rêve saint-simonien. Je ne sais pas si vous êtes des familiers de Saint-Simon, pas le grand chroniqueur du siècle de Louis XIV, mais le socialiste utopiste du XIXe siècle. Et c'est l'idée que finalement, on va réussir par ingénierie à deviner ce que le peuple attend en construisant un modèle, voilà, réduit de ce que serait la société française. Voilà. Donc je crains qu'un certain nombre de décisions qui dépeignent le paysage tel que moi je le vois, je ne prétends pas avoir raison, mais je vous donne mes convictions, je crains qu'un certain nombre de ces décisions ne contribuent pas nécessairement à réconcilier les citoyens et les décideurs, et on viendra peut-être après aux solutions qu'on peut y envisager. Voilà, car pour l'instant, à vous écouter, nous évoquons beaucoup de problèmes et les solutions viendront de la discussion, puisque nous faisons référence à la délibération et à la démocratie ascendante, ce qui nous mène vers le Capitole, dans tous les cas l'Assemblée nationale. Donc, monsieur le député Aurélien Taché, vous allez pouvoir commencer à évoquer un certain nombre de propositions dont vous m'avez parlé. Je rappellerai simplement que votre parcours politique a commencé au Parti socialiste, qu'il vous a mené vers la Macronie et au cœur de cette entreprise, et que notamment vous êtes éloigné de ce champ, faisant valoir votre liberté de parlementaire, notamment sur la loi immigration, et qu'aujourd'hui vous êtes toujours parlementaire, vous avez été réélu en 2022 et que vous avez donc rejoint la coalition LANUPS. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci à la revue parlementaire, à Deloitte et à la mairie de Saint-Raphaël, parce que ces débats sont passionnants. Alors, il faut être court, mais il y a beaucoup de choses à dire. Citoyenneté et décision, normalement, en démocratie, on ne devrait pas avoir à les concilier, ça devrait aller de soi. La décision devrait être issue des citoyens. Mais on voit bien que si on a ces discussions aujourd'hui, c'est que ça ne va plus du tout de soi. Pour moi, un citoyen, il devrait avoir 3 capacités. Une capacité à décider. Enfin, pour que ça fonctionne, tout ça, il faut que les citoyens aient une capacité à décider, une capacité à s'écouter à travers leurs représentants, je vais y revenir aussi, et une capacité à agir. La capacité à décider, aujourd'hui, elle est assez réduite. Vous prenez au plan local, bon, en France, on n'est pas dans un pays fédéraliste, c'est déjà commun qu'on gagnait la Révolution française, la décentralisation, elle est très limitée. Au plan local, vous n'avez pas un très très grand pouvoir de décision, les élus locaux eux-mêmes n'ont pas un très très grand pouvoir de décision, donc même par le truchement de la représentation, vous ne décidez pas tant que ça. Au Parlement non plus. Parce que finalement, la Ve République est faite ainsi. Le Parlement, il n'a pas énormément de pouvoir dans la Ve République. On l'a dit ces derniers temps, il a été en plus pas mal malmené par les 49.3 à répétition, les ordonnances, tout ce que vous voulez. Mais d'une manière générale, de toute façon, il faut bien admettre que même avant la période récente, le Parlement en France, sous la Ve République, n'est pas le Congrès américain, n'est pas le Parlement d'une démocratie parlementaire en Europe, a malheureusement un pouvoir et une autonomie très limitée. C'est par exemple le seul Parlement au monde qui ne vote même pas son propre budget. Donc c'est quand même assez réduit. Il vous reste donc l'élection du président de la République. C'est essentiellement là que vous pouvez faire valoir votre point de vue, une fois tous les 5 ans. Mais le président de la République, une fois, c'est quand même un peu loin déjà. C'est une personne, c'est loin du citoyen. Et une fois qu'il est élu, il fait un petit peu ce qu'il veut. S'il a envie de dissoudre l'Assemblée nationale, il dissout l'Assemblée nationale. S'il a envie de nommer tel ou tel ministre, il nomme tel ou tel ministre. Et moi, j'étais passionné par le débat précédent, et je ne crois pas qu'il existe un État profond, mais il faut quand même admettre qu'aujourd'hui, la démocratie représentative en France et la démocratie tout court, elle est quand même largement supplantée par ce que j'appellerais, moi, quand même, la technocratie. Et moi, je ne sais pas si je parlerais d'aristocratie élective. Je parlerais plutôt, je crois, vu ce que je viens de dire à l'instant, d'une espèce de césarisme technocratique. Vous élisez quelqu'un, il s'entoure de hauts fonctionnaires, de gens qui décident dans l'administration, et il fait à peu près ce qu'il veut. Parfois, c'est pour le meilleur, ça arrive, et tant mieux. Parfois, c'est pas pour le meilleur, et de toute façon, il y a peu de manières, finalement, pour les citoyens de faire valoir son point de vue. Et c'est peut-être ça aussi qui a conduit à un certain nombre de crises récentes. Je pense bien sûr à la crise des Gilets jaunes. Vous aviez Jean Jouzel ce matin. Tout le monde, je crois que le nom de ce colloque, c'est Savoir, pouvoir et démocratie. Tout le monde sait qu'il faut agir sur le climat, mais quand vous agissez finalement, vous avez
telle crise démocratique, une telle crise de la représentation, que vous avez le mouvement des Gilets jaunes derrière, parce que les gens ne se sentent pas correctement représentés, ne se sentent pas compris, sentent qu'il y a quelque chose d'un peu au sentiment d'une injustice dans ce qui arrive. Donc vous avez quand même finalement quelque chose de ce point de vue-là qui est compliqué. Capacité à s'écouter, de moins en moins. De moins en moins. Aujourd'hui, le débat politique, il devient véritablement extrêmement polarisé, il devient essentiellement fait d'invectives, et effectivement, on n'est plus dans ce qu'était la démocratie avant, avec finalement... la gauche à droite, très bien, on peut discuter de toutes ces catégories, mais en tout cas une opposition, une majorité, un débat fécond qui arrive à faire un peu avancer les choses. Maintenant, vous avez plus une logique un peu ami-ennemi, un peu la conception de la politique de Schmitt, qui est quand même assez dangereuse et assez éloignée de ce qu'est normalement l'esprit démocratique. S'écouter, c'est aussi une culture démocratique. C'est aussi respecter les libertés publiques, effectivement. C'est respecter les corps intermédiaires. C'est tout un tas de choses qui, en France, sont en train de finalement s'affaisser de plus en plus. Et donc, cette capacité à s'écouter, elle est de moins en moins réelle. Et on le voit sur tout un tas de sujets. Tout à l'heure, on parlait de la vaccination. Il y a eu une intervention. Moi, évidemment que ces décisions-là sur la vaccination, il fallait les prendre. En tout cas, c'est mon point de vue. Mais pour qu'elles soient acceptées et comprises, peut-être qu'il aurait fallu s'y prendre un petit peu différemment. Peut-être qu'il n'aurait pas fallu surpolitiser les choses. Peut-être qu'il n'aurait pas fallu dire aux gens sans cesse qu'ils sont de mauvais citoyens s'ils ne comprennent pas ce qu'on leur dit. On a quand même eu dans ce pays, au moment des Gilets jaunes, un préfet qui dit à des citoyens « on n'est pas dans le même camp ». C'est pas possible, ça. Tout le monde est dans le camp de l'État français, en fait, quel que soit son avis politique. C'est à peu près la même chose pour la question de la vaccination. Quand vous avez une surpolitisation des choses, les gens, par principe, se disent « ah ben non, moi je suis pas d'accord avec lui, donc je vais pas faire ce qu'il me dit ». Et ça, c'est pas une bonne chose, à mon avis. Donc la capacité à s'écouter, elle est quand même réduite à néant. Et enfin, la capacité à agir, et là, ce sera rapide parce que aujourd'hui, elle est inexistante. La capacité à agir, pour moi, ce serait effectivement plutôt les phénomènes de démocratie participative. J'ai un avis un petit peu différent de Daniel Keller sur la Convention citoyenne. Moi, je pense que ça aurait pu être une bonne chose. Ça fait partie des moments où les citoyens peuvent agir et pas simplement voter ou donner un point de vue, mais véritablement contribuer à la prise de décision. Malheureusement, comme le seul exercice qu'il y a eu de Convention citoyenne en France, la Convention citoyenne sur le climat, elle finit par quelque chose qui dit finalement on s'assoit sur ce qu'ont dit les citoyens, eh bien vous avez encore des citoyens qui s'éloignent un peu plus de la décision. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de travail avant qu'on arrive à réconcilier citoyenneté et décision. Merci. Merci, monsieur le député. Bon, cette table ronde, il peut s'appeler Idées noires pour nuit blanche. Hein. Alors, madame la députée Estelle Youssouffa, vous venez de la société civile, vous avez un parcours politique différent de celui de votre voisin. Vous avez été journaliste, vous connaissez donc parfaitement la sphère médiatique et télévisuelle, et vous vous êtes engagé dans des collectifs citoyens sur l'île de Mayotte. Vous maîtrisez aussi donc la batterie d'outils qui permet de se faire remarquer lorsqu'on est à la tête de collectifs citoyens. Et vous êtes fait remarquer et vous êtes devenu député. Vous avez une position qui tente à être très ferme sur la question du lien entre Mayotte et Comores. Et vous êtes actuellement membre du groupe Lyot. Je ne me suis pas trompé. Très bien. Eh bien, je vous propose de nous faire part de vos réflexions sur ce sujet et évidemment de nous noter votre regard aussi sur votre parcours, car vous êtes passé en quelques années de la citoyenneté active à la décision parlementaire. Merci beaucoup, merci pour votre invitation. C'est difficile de venir en dernier intervenant sur cette discussion. D'abord, et vraiment pêle-mêle, parce que je n'ai pas l'esprit de synthèse et l'éducation des autres orateurs. Alors, concilier citoyenneté et décision, point d'interrogation, c'est une formulation qui m'interroge, parce que pour moi, la citoyenneté est une décision, même quand on ne vote pas. Donc déjà, moi, à la base, je suis assez interpellée sur la citoyenneté, c'est la capacité de s'exprimer dans la vie de la cité. Pour moi, c'est la base. Donc, c'est une décision. Déjà, exercer sa citoyenneté, c'est une décision. Même quand on s'abstient, c'est une décision aussi. Donc, d'abord. La deuxième chose, et là, c'est hors du propos qui nous tient, mais sur le débat précédent, qui m'a fait bondir tranquillement sur mon siège, inviter 3 hauts fonctionnaires pour discuter de l'inexistence de l'État profond. Fondamentalement, je pense que la réponse était un peu courue d'avance. Moi, mahoraise, je peux vous dire que l'État profond, il existe, ne serait-ce que sur la décision au sein du Quai d'Orsay que Mayotte française est une erreur historique et que Mayotte est historiquement comorienne, point, et que la départementalisation, par exemple, est une erreur.
Donc je peux absolument argumenter, et j'aurais voulu que dans la discussion précédente, on invite d'autres interlocuteurs, parce que j'ai été sidérée de la défense qui a été faite de ça, comme si le citoyen était paranoïaque, inventait, ou des grands hommes d'État, par ailleurs, parce que ce n'était pas du tout que Trump qui a parlé d'État profond. Eisenhower n'est pas quand même présenté comme un fou furieux populiste. Donc quand il en parle, je veux dire, ou Macron, même de manière plus récente. Donc c'est pas quand même qu'une imagination. Et expliquer qu'un ministre a qu'à mieux gérer son administration, si c'était le Yaka Faucon et des imbéciles de ministres, ça se saurait, et j'ai pas été ministre, je peux en parler. Mais voilà, donc fermeture de cette parenthèse. Moi, ce qui m'interpelle dans la situation, et je veux rebondir sur le propos qui a été en ouverture et qui nous a tous sortis de la sieste qui nous guettait, au moment de la digestion, quand même, c'était velu d'entamer cette discussion. Mais en fait, je pense que vous avez raison sur la question de cette tentation du sachant de s'asseoir sur le peuple. Parce que je pense que la situation dans laquelle on est, elle est historiquement quand même très compliquée pour nos institutions. Le projet démocratique au début du siècle, c'est quand même le vote pour tous, mais pas les femmes, pas les indigènes, pas les marginaux de la République. On élargit le vote, on invite les femmes un peu tardivement, mais le vote, c'est quand même un vote éclairé. C'est-à-dire qu'on part du principe que l'électeur, il est informé, qu'il est éduqué. Et là, on arrive au lendemain de la Seconde Guerre mondiale avec l'éducation de masse. Et donc, quand même, s'invite, au-delà de la disparition des corps intermédiaires, de l'effondrement des syndicats, et puis de la disparition les plus récentes des partis, s'invite dans le débat politique, vous et moi, nous tous, c'est-à-dire des citoyens à qui on ne dit pas pour une réunion dominicale, tu vas voter là-bas, en haut, à tel endroit, et on ne te pose pas de questions parce qu'on t'a donné du prêt-à-penser. On est face à des citoyens qui sont de plus en plus informés. Et ça, en fait, ça questionne évidemment tout le rapport au savoir, à l'information, à l'éducation, à la science. Parce que le sachant n'a plus le monopole du savoir. Et que, fondamentalement, c'est quand même quelque chose qui est une rupture profonde pour le pacte démocratique. Parce que ça remet en cause notre système pyramidal, qui était sur une illusion. Hein. Celui qui détenait le pouvoir était convaincu qu'il le faisait seul pour le bien de tous. Seul de manière un peu collégiale, mais bon, quand même. Et là, vous avez effectivement l'infobésité avec les réseaux sociaux, cette illusion de savoir qu'on est tous dans Touche pas à mon poste, dans notre café du commerce, mais de manière partagée, publique, à la télé, et que tout le monde peut toujours s'inviter dans les débats. Mais fondamentalement, ce qui est quand même transparent dans les débats publics, c'est que c'est très urticant pour les gens qui ont toujours eu le pouvoir, quoi. C'est ça. C'est qu'on n'arrête pas de dire aux citoyens, vous êtes bien gentils, on vous autorise à voter, mais quand vous votez pas bien, écoutez, merde. Et ça, je pense que fondamentalement, dans la crise de nos institutions, c'est notre peuple français qui est à l'origine et qui possède nos institutions, qui se sent dépossédé de sa République. C'est ça le fond du sujet. Et que c'est une lutte entre le pouvoir et ceux qui le détiennent, qui l'exercent, comme vous l'avez expliqué, très justement avec plus de subtilité que moi, mais en fait, le peuple français qui se dit, on est en train de me déposséder de mes institutions. Et que vous, politiques, vous n'êtes que locataires pour un temps déterminé, par notre mandat, par notre mansuétude, s'il y a corruption, népotisme, etc. Nous, on est assez généreux, mais que fondamentalement, on est un peuple éruptif et qu'on peut vous rappeler de manière assez régulière qu'en fait, vous êtes là que pour passer, mais que ceux qui vont rester, ce seront les Français. Et que là, actuellement, on est non seulement avec des sachants ou des détenteurs du pouvoir qui sont dans une situation où en fait ils se sentent agressés, mais qui en plus font des erreurs. Et quand vous demandez quelles sont les solutions, pour moi c'est l'humilité. Moi j'ai aucun problème à dire je me suis trompée. La question de la crise du Covid, c'est pas qu'on n'ait pas su, c'est pas qu'on ait mal géré, c'est qu'on était incapable de dire je me suis trompée ou je ne sais pas, ce qui est quand même pas un crime contre l'humanité. Quand on est face à l'inconnu, a fortiori l'inconnu climatique, quand même de faire un tout petit peu preuve d'humilité et de dire j'ai pas toutes les solutions, ça détendrait quand même beaucoup le débat public. C'est même pas une question d'écoute, c'est une question d'honnêteté.
C'est une question d'honnêteté intellectuelle. On ne peut pas venir dans les discussions en assénant les lumières, la raison, je sais de quoi je parle, et puis évacuer les inconnus du débat, qui sont après, mais parce que tout le monde en a l'intuition, vous ne savez pas beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire que ça disqualifie. Oui, on est tous collectivement très angoissés de cet avenir vers lequel on ne sait pas. On n'a pas de solution, on est dans un vide conceptuel, on est dans un vide scientifique, on est au bord du précipice. C'est évidemment collectivement pour nous tous très angoissant, parce qu'on est enfin tous en train de travailler pour nos enfants sans savoir le monde qu'on va leur léguer. On a une intuition que ça ne va pas être formidable, mais en fait, on n'a pas de solution à leur donner. Donc, est-ce qu'on peut avoir au moins, et pour moi c'est la base d'une capacité à réfléchir ensemble à des solutions, avoir la modestie et l'humilité de dire, bon ben, si on doit regarder derrière, effectivement, je n'ai pas un bilan extraordinaire, ça ne me place pas en position de constamment la ramener avec un surplomb à dire je sais, parce que tout le monde, tous les partis successifs sont dans une position où en face, on peut leur dire tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, donc franchement, ce n'est pas le moment de la ramener. Donc de un, avoir un peu d'humilité, et puis de deux, de partager, de dire voilà, moi là j'ai un doute, là-dessus on a une inconnue, et en fait, qu'est-ce que vous en pensez ? Et ça, pour moi, c'est fondamental. J'aurais pu vous expliquer longuement pourquoi je me suis engagée et pourquoi je ne sais pas ce que je fais à l'Assemblée, mais que par contre, je suis effectivement convaincue qu'on ne fait pas partie des 300 décideurs. Donc, ce n'est pas une erreur de classement. L'exécutif, ce n'est pas la branche législative. Et pour le coup, la décision, 500 et quelques, et on n'est pas tous en train de siéger, c'est un truc collectif, on arrive à un boogie-boulga d'un truc qui après va passer entre la... Ça nous a été très bien expliqué tout à l'heure, qu'après l'administration veillera à ce que ce soit expliqué ou pas. Donc je veux dire, non, on ne fait pas partie des décideurs, mais je pense qu'on est très nombreux à en avoir conscience. Voilà, merci. Merci Madame la députée. Alors, problème de ce Parlement, en effet, on termine sur cet argument qui pourrait de plus en plus être concurrencé ou pas d'ailleurs. Est-ce que c'est complémentaire ou est-ce que c'est une concurrence par des tas de dispositifs de démocratie participative parce que les conventions, ce sont des échantillons de citoyens qui préparent la décision, qui délibèrent. Donc ça peut ressembler quand même à ce qui se passe dans une enceinte parlementaire. Loïc Blondion, on va peut-être revenir sur des distinctions à faire. Et sur ces dispositifs, parce qu'on a parlé de la Convention, mais il y a quand même, quand on regarde les enquêtes d'opinion, un instrument qui est bien retenu et qui fait l'objet de beaucoup d'attentes, c'est le référendum. Mais il y a aussi les jurys délibératifs, il y a les conférences de consensus. Bref, la notion de démocratie participative renvoie à des dispositifs relativement cadrés. Et il y a aussi un apprentissage et une culture à partager de ce point de vue. Oui, alors moi je voudrais dire d'abord que l'enjeu c'est de sauver la démocratie représentative, c'est-à-dire le peu de démocratie qui nous reste d'un certain point de vue. Ça n'est pas de renverser la table et de proposer quelque chose qui serait radicalement différent. Je crois que personne ne pense très sincèrement que la démocratie directe aujourd'hui pourrait remplacer la démocratie représentative. Donc je voudrais faire ce préalable. Mais dans cet éventail, il y a plein de stratégies possibles. Et on peut les désigner, puis je terminerai par insister sur une de ces stratégies, sur un de ces scénarios. Alors, le premier scénario, c'est de changer la Constitution. Alors, vous savez que certains leaders politiques défendent cette idée avec une crédibilité plus ou moins forte, l'idée qu'on va changer la Constitution. Je crois que ça pourrait être une option, mais il faut le faire avec les citoyens. Il faut que le processus constituant inclue les citoyens. Et on peut imaginer, on a fait des propositions avec un certain nombre de collègues il y a quelques années pour inventer un processus constituant qui, à différentes échelles, sur les territoires, dans le cadre peut-être d'une convention citoyenne, et puis après, avec une constituante et un référendum, changer les règles du jeu. Mais disons que ça n'est pas le plus probable et que la Constitution de la Ve République est presque impossible à transformer en profondeur pour des raisons constitutionnelles que l'on connaît. C'est parce qu'il faut l'aval du Sénat à un moment, et on ne voit pas que le Sénat, à l'heure actuelle, envisage très sérieusement un vrai changement de Constitution. La deuxième voie, c'est d'améliorer un certain nombre de choses qui existent déjà dans la démocratie représentative.
Prenons l'exemple de nos modes de scrutin. Il y a d'abord la proportionnelle. Je suis sûr que la proportionnelle changerait assez sensiblement notre manière de prendre des décisions. Dans toutes ou presque les régimes européens, c'est la proportionnelle qui prévaut. Et la proportionnelle, elle oblige à trouver des formes de consensus. Nous sommes dans une démocratie qu'on qualifie en sciences politiques de majoritaire, dans lequel, finalement, celui qui a le pouvoir peut décider comme il veut sans avoir à négocier avec personne. Pour moi, ça n'est pas un fonctionnement démocratique efficace. Ça ne produit pas des décisions suffisamment légitimes et suffisamment acceptables et suffisamment pertinentes. C'est mon point de vue. Et puis, moi, je milite aussi pour une réforme de nos modes de vote. Ça a été dit tout à l'heure, le moment démocratique de notre régime, c'est l'élection présidentielle. Or, nous avons une manière de voter qui fait qu'une grande partie de l'électorat ne vote pas pour celui qu'il préfère et est obligé de voter stratégiquement, vote par défaut. Et ça crée une très grande frustration. Ça laisse croire que le président de la République, d'un certain point de vue, a un soutien qu'il n'a pas en réalité, à cause de ce mode de scrutin. Et je vous invite à aller regarder sur des formes alternatives de vote, et en particulier sur le vote par jugement majoritaire, où on évalue les candidats et où on mesure mieux le soutien de chacun de ces candidats. Il y aurait plein de choses à dire sur les médias, sur le financement des partis politiques, sur les médias, clairement. Est-ce qu'on est dans une démocratie authentique lorsque 90% des médias d'information sont possédés par une dizaine de milliardaires? Il y a une vraie question sur la concentration, la propriété des médias, l'indépendance des médias. On le voit avec la prise de pouvoir par Bolloré sur un certain nombre de grands médias. Il y a un problème démocratique majeur avec ça. Ça, c'est la deuxième voie, la voie réformiste. Mais on peut faire des choses pour rendre notre système plus légitime, plus efficace. La troisième voie, c'est finalement cette démocratie du faire. On renonce à changer les institutions. On abandonne l'idée qu'on pourrait avoir une influence à l'échelle nationale. Et il y a de plus en plus d'acteurs qui disent « agissons là où nous vivons », c'est-à-dire dans les territoires, c'est-à-dire un déplacement de la démocratie vers le local. Et en fait, la démocratie, elle est vivante, mais elle est vivante dans les territoires, dans les gens qui cherchent à s'auto-organiser, dans les listes citoyennes. 60 villes ont été prises par des citoyens, des listes citoyennes qui expérimentent des formes de vie démocratique, des formes d'organisation collective plus justes, plus efficaces. Et puis il y a la dernière voie, c'est celle pour laquelle finalement, dans laquelle je m'investis, pour laquelle je milite, c'est la voie de la démocratie délibérative, qui n'est pas la démocratie participative. La démocratie délibérative, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'une décision ne peut être légitime en démocratie que si, et à une condition, c'est que tous ceux qui sont concernés par cette décision ont pu participer à sa construction. Ça ne veut pas dire que c'est les citoyens qui vont décider à la place des élus, mais simplement que la décision sera un processus qui va inclure tous ceux qui sont concernés. Or, ça n'est pas le cas aujourd'hui. Et quel est l'enjeu derrière la démocratie délibérative? C'est d'avoir une décision non seulement mieux acceptée, pensons à la réforme des retraites, pensons à un certain nombre de décisions. C'est vraiment un enjeu essentiel aujourd'hui, celui de la légitimité de la décision, mais avoir une décision plus pertinente, plus efficace. L'intelligence collective, c'est très important. Jean-François Delfraissy disait, le vrai problème, c'est le caractère d'un certain point de vue homogène de ceux qui prennent la décision. Si pour prendre la décision, on inclut des citoyens ayant des expériences différentes, ayant des intérêts différents, ayant des visions du monde différentes, ayant des compétences différentes. C'est ce qu'a été, je suis désolé d'y revenir, la Convention citoyenne pour le climat. Des citoyens de tout niveau d'éducation, de toutes les régions françaises, de toutes les catégories sociales, certains étaient climato-sceptiques, d'autres étaient plutôt militants écologistes, sont parvenus par l'intelligence collective. Alors c'est compliqué. Évidemment, il faut mettre ça en forme. Il ne suffit pas de mettre les gens autour de la table. Ça prend du temps, c'est complexe. Mais à la fin, les décisions qui ont été prises sont sans doute, et un certain nombre de spécialistes le disent, beaucoup plus à la hauteur des enjeux que celles qui ont été prises par le système auquel nous sommes habitués, qui est la démocratie représentative. Donc cette voie délibérative, pour moi, elle est essentielle. Elle doit se jouer à toutes les échelles de discussion.
il faut cesser de concentrer les pouvoirs entre les mains de quelques-uns. Ce qui vaut pour l'échelon national vaut aussi pour l'échelon local, pour les différentes collectivités locales. C'est le président, son cabinet, son exécutif qui décide. Est-ce qu'il y a franchement de la délibération dans les conseils municipaux en France aujourd'hui? C'est un vrai problème. Et donc voilà, délibération à tous les étages. Et je crois qu'on ne pourra sauver cette démocratie que par plus de démocratie. Alors voilà. Évidemment, on peut se dire qu'elle ne fonctionne pas. Confions le pouvoir à un homme fort. Dernière enquête, je terminerai par là, et ça devrait nous amener à penser que c'est hyper important. Cher Loïc Blondiot. Je suis... Non, mais allez-y, voilà. allez-y, On ne donne pas souvent la parole. Allez-y, voilà. allez-y, dernier. C'est pour ça, j'en profite. Dernier. Voilà. Okay. Dernier chiffre très inquiétant. Enquête internationale auprès des Français, auprès des Européens. Êtes-vous d'accord pour remplacer la démocratie par un pouvoir militaire ou par un homme fort? 40% des 18-25 ans disent oui. Il y a un vrai problème avec une donnée comme celle-là. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, merci. Merci Loïc Blondiot. Avec le même enthousiasme, vous nous avez donné quelques perspectives. Et bien, je vais faire appel, mesdames et messieurs, à vos réactions et à la façon dont vous souhaiteriez compléter ce que vous avez dit tout à l'heure, aborder de nouveaux points. Monsieur Carbon de 16. Merci. Oui, il y a encore une dernière voie qu'on pourrait exploiter, monsieur le professeur, c'est simplement respecter les institutions et appliquer la Constitution. Parce que on sait bien depuis Victor Hugo et même avant que les constitutions sont faites pour être violées. Mais là, on a atteint un degré dans le déséquilibre et pour tout dire, le mépris de la séparation des pouvoirs qui est peu commun dans l'histoire des institutions. Alors notamment, rétablir les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, rétablir la hiérarchie des normes, se rappeler que la liberté d'aller et de venir est une liberté fondamentale, revenir à un parlementarisme qui ne soit pas purement symbolique, avec tout le respect que je porte aux deux députés qui nous font l'amitié d'échanger avec nous. Je vais vous donner un chiffre qui est quand même extrêmement parlant. La majeure partie du travail parlementaire, c'est intégrer dans le droit français les directives communautaires. Bon. Mais après ça, sur l'initiative citoyenne elle-même, pour revenir au sujet qui nous occupe, parce que ça, ce n'est pas du travail citoyen, c'est du travail de transcription juridique. 95% des textes qui sont votés sont des projets de loi, c'est-à-dire qu'ils émanent du gouvernement. Et 5% sont des propositions de loi, c'est-à-dire des textes qui émanent de nos représentants. Donc, si vous regardez cette statistique en gardant en tête tout le travail de transcription des directives, vous voyez bien que l'initiative citoyenne dans la création de la règle de droit est déjà tout à fait congrue de la norme en France. Mais quand en plus vous rajoutez à ça l'omnipotence de la superstructure, c'est-à-dire l'administration alliée au gouvernement, pour se substituer à la démarche citoyenne, parce qu'elle sait, parce que même quand tout menace de craquer, elle conserve sa superbe et elle sait mieux que le citoyen ce qui est bon pour lui. Eh bien, vous voyez que comme perspective, si on continue à mépriser les corps intermédiaires, le Parlement, que la loi elle-même se méprise en devenant, au lieu d'être un outil de régulation sociale, un outil de communication, eh bien, vous sortez du jeu normal des institutions, c'est-à-dire du respect de la place que chacun doit y occuper, et par conséquent, vous cherchez des solutions alternatives, alors qu'il suffirait de respecter les textes en vigueur. Très bien. Monsieur Keller. Oui, rapidement. Vous parliez de violer la Constitution. Je répondrai pas, je vous donnerai pas la réponse que le général de Gaulle avait faite quand on lui reprochait d'avoir violé la Constitution en 1961, parce que voilà, elle est un peu désuète aujourd'hui. Donc simplement, je dirais que pour lister ce qui me semble les décisions qui devraient être prises, je pense hélas qu'au moins temporairement, il faut revenir sur une des grandes 4 libertés que le traité de Maastricht a instaurées, c'est-à-dire la libre circulation des personnes.
C'est pas très progressiste de dire ça, mais je pense qu'il vaut mieux le faire vite et de façon ordonnée que de laisser chaque pays faire un peu ce qu'il veut. Bon, ça c'est la première chose. Ensuite, sur la constitution de la Ve République, le problème c'est qu'on n'a pas arrêté de la bricoler et on est resté au milieu du gué. Donc, ou on va vers un régime présidentiel, plus de Premier ministre, plus de droit de dissolution, etc., ou on revient à la pureté de la Ve République, qui aurait plutôt ma tendance. Parce que je pense que dans les temps qui viennent, pour parler comme Pascal Horry qui vient d'écrire à ce sujet, je pense qu'on aura besoin de gouvernements avec des exécutifs forts. Voilà. L'autre point, c'est la question du référendum d'initiative citoyenne. Bon, le référendum d'initiative partagée, il est fait pour ne pas marcher, on l'a bien vu. Donc il faut instaurer un référendum d'initiative citoyenne. Il faut faire confiance aux citoyens. Et il ne faut pas le faire en voulant tromper les gens. Ça me paraît essentiel. Thomas Piketty, dans le dernier gros livre qui vient de sortir, propose aussi dans la question des scrutins une solution intéressante, c'est de tenir le même jour l'élection présidentielle et les élections législatives. C'est pas idiot, hein. Bon, après, l'électeur stratège, il votera à l'une ou deux, mais enfin, au moins, on ne pourra pas lui demander de venir 2 fois. Donc voilà, ça peut être imaginé. Je pense qu'il faudrait trouver un petit peu des solutions allant dans cet esprit-là pour réconcilier les Français avec leurs décideurs. Merci, Monsieur Daniel Keller. Nous mesurons la diversité des propositions, ce qui promet de belles conventions sur les institutions à venir. Si d'aventure on nous fait le cadeau d'une convention citoyenne sur la démocratie et les institutions. Voulez-vous... Un mot rapide, en plus, c'est pour rebondir sur ce que vient de dire Daniel Keller. Moi aussi, ma sensibilité serait plutôt de ne pas de revenir à un vrai régime parlementaire, mais j'y crois pas du tout, parce que si on fait un sondage dans la salle pour demander si on supprime demain l'élection du président de la République au suffrage universel direct, personne ne va être d'accord. Si, il y a une personne, et je la connais la personne, donc en plus, voilà. Mais non, mais voilà, donc faut être un peu lucide, je pense là-dessus, et je pense que c'est ce que vous vouliez dire. Donc moi, je serais pour qu'on aille du coup à la fin de la logique et qu'on passe au régime présidentiel. Effectivement, mettons les élections législatives soit le même jour, soit avant la présidentielle, ça sera encore mieux. Comme ça, on pourra enfin revenir à un Parlement qui a une légitimité politique autre que d'être juste là pour avaliser le choix du président ensuite. Faisons la proportionnelle. Obligeons la France à passer à un régime de coalition, mais de la vraie coalition, pas ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, je serais bien embêté de dire qui est avec qui. Bon, moi, je sais à peu près pour mes amis, mais globalement, ça fait pas une vraie coalition, ce qu'on est en train de voir, ou une démocratie qui fonctionnerait là-dessus. Non, quelque chose un peu à l'allemande, où vous êtes obligé, 4 mois ou 6 mois avant, de négocier un contrat de gouvernement avec différentes forces politiques. Et là, vous verrez que ce que je disais tout à l'heure sur la polarisation et la fragmentation de la société française, ce sera moins vrai. Parce que quand on est obligé de travailler avec des gens avec qui on n'est pas d'accord, on peut déjà se mettre d'accord. Et 2 autres points rapides. Oui, plus de pouvoir au niveau local. Certes, 60 communes ont été prises par des listes citoyennes, mais il y a quand même 36 000 communes en France. Donc on n'en est pas encore à un point où les citoyens ont vraiment pris le pouvoir au niveau local. Et peut-être une 3e chambre au Parlement où les citoyens seraient en permanence, comme ils l'ont fait pour la Convention citoyenne. Voilà quelques pistes que je voulais esquisser avec vous aujourd'hui. Alors, si vous proposez une 3e chambre, le CESE va se fâcher. Mais enfin, peu importe. On repart du CESE, Daniel. Madame la députée. Oui. Alors, je vais aller complètement... Il faudrait essayer d'aller vite pour engager la conversation, parce que je pense qu'il y aura des questions. Donc, je vais aller à contre-courant. Moi, je propose de ne rien changer. Allons au bout de nos institutions et respectons le vote. Le mandat qu'a donné le peuple à l'Assemblée comme au président, c'est de dire travailler ensemble. Moi, je suis désolée, c'est d'une grande clarté. Il dit au président, aux législatives, le peuple, il lui dit on vous a à l'œil et en fait, vous n'avez pas les pleins pouvoirs. Le président répond moi, j'ai décidé d'un arc républicain, les 2/3 de l'Assemblée, je ne leur parle pas. Donc, je suis désolée, ce n'est pas en changeant les règles qu'on va changer le vote du peuple. Je ne comprends pas cette logique de dire le résultat ne me convient pas, on va toujours réécrire le match. Mais non, en fait. Là, la population, elle est très claire, elle vote. Celles et ceux qui décident de se déplacer, ils ont donné un mandat clair. C'est à nous, aux élus, de nous adapter au mandat du peuple et pas l'inverse, de réécrire à chaque fois que ça nous prend. Je le dis avec d'autant plus de tranquillité que c'est le sport, là, actuellement, qu'il y a avec les Outre-mer ou avec la Corse. C'est-à-dire que pour celles et ceux qui connaissent mieux que moi la Constitution ou le droit, il y a beaucoup de possibilités. L'État, il est très décentralisé en Outre-mer. Il est quasiment fédéral. Il y a beaucoup plus de souplesse que ce qu'on veut bien l'entendre et dire dans le jacobinisme fantasmé à Paris. Donc en fait, quand on veut faire, on fait. Mais
Bon, voilà. Alors donc, si on veut faire une espèce de masturbation intellectuelle qui va tous nous occuper pendant des mois et des mois et des mois sur les plateaux de télévision, dans les universités, à cogiter sur ce qu'on pourrait faire plutôt que de répondre aux préoccupations immédiates, concrètes, réelles, de savoir qu'est-ce qu'on fait du marché parce que le marché déconne et joue contre les citoyens, qu'est-ce qu'on fait pour le changement climatique. Bah oui, c'est beaucoup plus simple d'aller nous embourber dans un débat constitutionnel complètement stérile pour en plus après, une fois qu'on aura abouti d'une Xème constitution, ah oui, mais au fait, on fait partie de l'Union européenne, donc en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Bon, ben voilà, on aura perdu quelque temps. Madame la députée, donc pas de convention sur les institutions, c'était une mauvaise idée. Eh bien, nous allons écouter vos questions. Merci beaucoup. Est-ce qu'il fonctionne? Oui. Bonjour à tous. Je m'appelle Rebecca Revel et je suis étudiante en 2e année au sein d'HEIP. Ma question s'adresse principalement à vous, Aurélien Taché. Vous parliez d'une absence de débat fécond. Et en fait, on constate ça aujourd'hui avec, voilà, au sein des débats politiques, une prédominance du pathos, toujours des critiques ad hominem. On n'est plus sur un débat de fond. Et ma question, c'est qu'est-ce que vous proposeriez, vous tous? Quelle est la solution? Comment est-ce qu'on arrive à revenir vers ce débat qui est plus sur des questions de fond pour ensuite parvenir à avoir des citoyens qui sont éclairés et qui sont ensuite aptes à prendre des décisions qui sont pertinentes? Merci. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir la solution miracle, mais j'ai deux choses qui me viennent tout de suite quand vous me dites ça. D'abord, pour avoir un débat de fond, il faudrait peut-être connaître un peu mieux les positions des uns et des autres. Dans le débat précédent, il y avait, je crois que c'est Nicolas Revel qui disait les politiques n'arrivent pas toujours avec les idées claires sur ce qu'ils veulent et sur un programme et une vision. Donc déjà, je pense qu'il faut peut-être un petit peu repartir de là. Il y a vraiment, moi je trouve aujourd'hui, une nécessité à retravailler un peu la proposition politique des uns et des autres, qui n'est pas limpide. Honnêtement, je ne dis pas qu'il faut revenir au temps des grandes idéologies et de toute façon, pour beaucoup d'entre elles, elles ont échoué. Mais quand même, moi je trouve qu'avoir une grille de lecture du monde, savoir un petit peu ce qu'on propose aux électeurs et aux citoyens, eh bien, ça permet déjà d'avoir des débats de fond ensuite un peu plus intéressants que de simplement s'attaquer les uns les autres. Et ensuite, je suis globalement d'accord avec ce qu'a dit Estelle. Le seul problème que je vois, c'est qu'aujourd'hui, comme on n'a pas de garantie que ça se fasse, on est obligé de se remettre au bon vouloir, par exemple, d'un président de la République qui ne veut pas agir avec l'ensemble des forces qui sont présentes. Donc moi, je reviens à mon idée de proportionnel et de coalition. Si demain, on avait un régime électoral et un mode de scrutin qui contraignait finalement les décideurs politiques à devoir discuter ensemble et à débattre ensemble et à agir ensemble, je crois qu'on reviendrait un peu plus à un débat de fond comme celui que apparemment vous souhaitez, et moi aussi. Merci bien. Nous avons une question. Oui, bonjour à tous. Je suis désolée, ce n'est pas une question, c'est un commentaire, 2 commentaires d'ailleurs. Je suis tout à fait d'accord avec Estelle Youssouffa sur le fait que sur une table ronde, soit important qu'il y ait une diversité d'opinions. Je trouve que c'est dommage que sur 5 intervenants, on n'ait pas eu énormément de diversité sur les positions. Sur les commentaires que je voulais faire, je suis désolée parce que du coup, je vais répondre principalement à M. Carbon de 16, mais il y a des éléments que vous avez évoqués qui sont factuellement erronés. Vous allez sur le site de l'Assemblée nationale, c'est indiqué, sur la 15e législature, il y a eu 65% et non pas 95% de projets de loi. Donc 35%, je vais terminer mon propos, 35% donc de propositions de loi, et c'était 25% sur la précédente. Je n'ai pas regardé celle d'avant puisque j'ai regardé ça très rapidement, mais je pense qu'il est important aussi de ne pas nier le travail parlementaire. Et ne pas nier le travail parlementaire lorsque vous commencez votre propos en indiquant que les cours criminelles départementales ont été pérennisées sans validation de l'expérimentation. Là encore, oui, il n'y a pas eu de validation par l'administration, parce que les parlementaires se sont saisis du sujet, les parlementaires ont conduit une évaluation, les parlementaires ont ensuite décidé de voter. Donc moi, je veux bien qu'on reproche le recul du Parlement, mais lorsque des parlementaires se saisissent d'un sujet, vont sur le terrain, mènent des auditions et prennent des décisions en conscience qui, certes, ne peuvent pas convenir à tout le monde, on ne peut pas non plus nier l'existence de ce travail. Un droit de réponse. Alors, il ne s'agit absolument pas de nier l'existence de votre travail. Bon, par contre, ma possibilité de citoyen, c'est de discuter la qualité de votre travail. Et vous voyez, moi, en tant que praticien du droit,
Je peux vous dire que les lois sont de moins en moins bien rédigées, ce qui crée de l'insécurité juridique dont pâtissent les justiciables et les décideurs économiques, et qui est préjudiciable par conséquent aux citoyens. Enfin, Madame la députée, que vous contestiez mes statistiques, c'est parfait, mais je ne vous parlais pas de votre mandature, qui m'est complètement égale au regard de l'histoire de la Ve République. Et les statistiques sur l'ensemble de la Ve République sont bien celles que je vous ai données. Enfin, quant au fait que le législateur ait validé les cours départementales criminelles avant même d'avoir eu les études d'impact efficaces, je serai la représentation nationale, je ne m'en vanterai pas. Alors, toutes les expérimentations ne vont pas forcément jusqu'au bout, ça c'était déjà vu pour le RSA. Je pense que nous allons prendre d'autres questions. Ah, Madame. Le temps d'allumer le micro. La première question. Voilà, c'est que qu'est-ce que la France peut faire pour moi, mais moi, qu'est-ce que je peux faire pour la France? Or là, je vous ai tous écoutés, vous nous avez donné beaucoup de points qui ne vont pas, mais finalement, pas tellement de réponses. Monsieur, c'est à vous que je vais m'adresser en premier. Vous nous avez dit que il fallait un enseignant devant chaque classe. Je suis parfaitement d'accord avec vous, mais est-ce que vous pensez vraiment que c'est là tout le problème de l'école? Nous sommes tous ici des têtes grises, où nous étions des fois 50 élèves par classe, et où on apprenait, on savait lire, on savait écrire, on avait le respect, et notre enseignant ne se plaignait pas. Maintenant, il faudrait peut-être qu'on s'adapte aux enfants de maintenant. Les enfants de maintenant sont complètement différents de ce qu'on était. Et ce n'est pas, d'après moi, de mettre un enseignant par classe qui va régler le problème. Ça ne réglera pas le problème. Parce que les enseignants, voilà ce qu'ils vont vous dire. C'est vrai qu'ils ne sont pas tellement payés. Mais le premier problème, c'est que le lundi, lorsque les enfants arrivent en classe, ils arrivent fatigués parce qu'ils ont été une fois chez le père, une fois chez la mère, une fois en vacances, une fois d'un autre côté. Et ils ne vont plus à l'école comme on allait, nous, pour apprendre, pour aimer l'école. Ils vont... et ils s'ennuient à l'école. Alors donc, je voudrais que vous nous donniez la solution. Qu'est-ce qu'on peut faire, puisque c'est de là qu'il faut qu'on parte, de nos enfants. Qu'est-ce que vous comptez faire? Quelles sont les lois que vous devez mettre? Qu'est-ce que vous devez faire pour que nos enfants se plaisent encore à l'école? Monsieur Oui, je vais vous répondre en 2 secondes, chère madame, mais il faudrait un autre colloque pour répondre à votre question. Volontiers pour y participer. Non, j'ai pris cet exemple d'un professeur devant chaque classe parce que c'est le ministre qui... Voilà, je donnais un exemple de décision politique qui est non suivie des faits. Bon, c'est tout ce que je voulais dire. Maintenant, le vrai problème, c'est que globalement, 20% des enfants qui sortent du primaire ne savent ni lire, ni écrire, ni compter. Bon. Donc ça me paraît un vrai sujet. Et 40% ont du mal à lire, écrire et compter. Donc c'est ça les vrais problèmes. Et si je devais rebondir sur ce que je disais, oui, je constate que ces choses-là, ces problèmes-là ne sont pas adressés par la puissance publique aujourd'hui. Alors, évidemment, ça suppose que les enfants retrouvent du goût à l'école, que les enseignants, etc. Bon... voilà, moi je partage, et je suis issu d'une famille d'enseignants du fin fond de l'Aveyron, où il y avait des instituteurs dans les années 50, dans les années 60, mais voilà, c'est une autre histoire. Oui, ce sera mieux demain. Alors, nous écoutons une nouvelle question, monsieur. Merci, monsieur Roucan. Bonjour, je m'appelle Victor Nicotorini et je suis étudiant à HEIP en 3e année. Ma question, en fait, est la position en fait, d'un jeune qui veut s'engager en politique. Qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller pour redonner envie aux autres jeunes, en fait, à nos camarades, de croire en la politique face aux déceptions qu'ils ont pu avoir avec des personnes en qui ils ont cru, en qui ils ont voté, mais qui ont pu, après, par la suite, être déçus? Comment pourriez-vous nous donner un conseil? Et je pense que ça peut intéresser la plupart des jeunes qui sont présents.
pour l'avenir. Merci beaucoup. Allez-y. Moi, je vais vous dire, je suis donc élue depuis à peine plus d'1 an. Journaliste, c'est vraiment pas l'appétit, c'est pas la chose politique. Enfin, on est extrêmement critique. Engagée citoyenne, moi j'ai été arrêtée lors de la visite du chef de l'État juste parce que je demandais plus de République à Mayotte. Donc autant vous dire que mon appréhension de la chose publique, elle est un petit peu contrariée. Cependant, je pense qu'il n'y a pas de plus grand honneur que de servir ses compatriotes. Mais vraiment. C'est-à-dire que moi, chaque matin, quand je porte mon châle, quand je suis en représentation, qui sont les couleurs de Mayotte, j'emmène avec moi tous mes concitoyens qui sont à 12 000 km. Je me bats tous les jours, je discute, je convainc, je harcèle mes pauvres collègues qu'on aura le bol d'entendre parler de Mayotte, mais pourtant on se renouvelle dans la crise. Vous voyez, on en trouve une tous les 6 mois. Pour ne pas vous ennuyer, mais en fait, moi je rentre et mes concitoyens, ils me disent merci parce que vous nous représentez. Je n'ai pas du tout le sentiment de faire avancer des choses, jamais assez, jamais à hauteur. Enfin, pour moi, c'est un exercice de frustration énorme. Mais de donner de la visibilité à mon territoire, et ça, c'est pas sous les caméras, c'est pas attirer l'attention de quoi que ce soit, mais d'aider à l'évacuation sanitaire de quelqu'un qui est gravement malade et qui doit aller à l'hôpital, d'aider quelqu'un à faire sa mutation parce qu'il est coincé en métropole, il veut rentrer à Mayotte auprès de sa famille. C'est les tâches complètement invisibles d'un député, et pourtant, ça change le quotidien de ses compatriotes. Et ça, pour moi, c'est un honneur, mais qu'on ne peut pas imaginer. On est à peine moins de 800 en France à représenter la nation. Et c'est ce qu'il y a de plus modeste et en même temps complètement fou, parce qu'il faut de la folie pour se dire je suis à la hauteur des attentes de mes compatriotes. C'est de la démence. Mais je pense que c'est servir au sens propre, c'est quelque chose d'infiniment noble. Servir les autres, c'est une mission vraiment, pour moi, qui est de service public, mais comme les fonctionnaires, les soignantes qu'on désigne comme des héros du quotidien. Moi, je ne me considère pas comme héroïne, mais de servir, c'est un grand boulot. C'est quelque chose de chouette. Et je trouve que pour celles et ceux qui cherchent du sens, le sens, vous l'avez partout. En fait, vous regardez les paysages, vous regardez vos compatriotes, vous regardez ce qui cloche, ça vous laisse une capacité à inventer, à imaginer. Le chaos dont on parle, qui est celui de demain, en fait, pour moi, oui, ça peut être très anxiogène et en même temps enthousiasmant, parce qu'en fait, on ne sait tellement pas ce qu'on va devenir. Moi, j'ai hâte pour votre génération qu'elle prenne le pouvoir et qu'elle invente le monde pour les générations suivantes. Je pense que j'ai cette foi en l'homme de me dire qu'il y aura du génie. Merci, voilà. Madame la députée. Ce qui me conduit à penser que nous n'avons pas forcément suffisamment parlé des pouvoirs locaux et de la décentralisation, parce que votre goût pour le quotidien, pour la gestion des problèmes concrets, là. Juste un mot à Loïc Blondiot, qui voulait... Rassurez-vous, je vais pas entrer dans un tunnel et monopoliser la parole. On prendra une dernière question après. Mon conseil, c'est allez voter. Ne vous détournez pas des formes et des structures politiques traditionnelles. Parce que l'un des problèmes, c'est que le fait qu'une grande partie des jeunes n'aillent plus voter, à l'exception de l'élection présidentielle, mais que ce soit les plus âgés qui aillent voter, a des conséquences sur les décisions qui sont prises, en particulier celles qui concernent l'avenir. Et pour moi, ça, c'est absolument capital. Merci, Loïc Blondiot. A-t-on le temps de prendre une dernière question ou pas? Non, c'est terminé. Je me permettrai de vous recommander un ouvrage pour prolonger la séance. Espace public et démocratie délibérative, un tournant, de Jürgen Habermas, qui a 94 ans. Donc c'est une tête grise lui aussi, mais il est plein de vitalité et d'intelligence. Merci de votre... esprit citoyen et de votre présence aujourd'hui à cette heure.